formulée par les présidents de la République sur la question de la révision constitutionnelle, l'UDPS, parti au pouvoir, vient d'appeler les membres de son parti à militer pour que cette dernière soit carrément changée. Donc le débat public est lancé autour du changement de la Constitution. Une question se pose. Quelle est l'opportunité de ces changements, mais surtout quelle est la pertinence pour que la Constitution soit changée après que le président de la République est quasiment à son deuxième mandat? Est-ce que ces changements profitera-t-il au président de la République pour faire un troisième mandat? Telles sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui dans Choc d'idées. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine de réflexion sur l'actualité. J'ai l'honneur de recevoir un homme, ça sera pour la deuxième fois en face à face. Il est économiste, un agrégé en pédagogie, mais il est aussi chef d'un parti politique, Levons-nous et Bâtissons. Lui, c'est M. Alain Bolodjoa, l'une des langues les plus claires et fines de ce pays, l'une des grandes figures de l'opposition. Aujourd'hui, il a accepté mon invitation. C'est avec lui qu'on va aborder ces questions. Alors, on fait comme d'habitude, cette émission, vous la suivrez sur YouTube, Eco Télévision, mais également chez Ecopolis TNT. Ne suivez pas seul, partagez. Monsieur Alain Bolodjoa, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment vous allez? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Je voudrais dédier cette émission à tous ceux qui sont prêts à mourir pour défendre un système de valeurs déjà adopté par référendum. Un système de valeurs déjà adopté par référendum? Par référendum. Qu'est-ce que ça veut dire? Défendre la Ça Constitution? veut dire, je dédie cette émission à tous ceux qui sont prêts à mourir pour défendre un système de valeurs déjà adopté par référendum. On va en parler de ces systèmes de valeurs. Je crois comprendre que vous parlez de la Constitution. Je disais tantôt que vous êtes président du parti politique Levons-nous et Bâtissons, mais exact. Vous vous exprimez désormais aussi dans un cadre de concertation de l'opposition. Oui. Comment ça se passe au sein de l'opposition? Bon, déjà au départ, l'opposition étant plurielle, je ne peux pas, moi, opiner là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs oppositions, il y a plusieurs partis, c'est réclamant de l'opposition, mais en ce qui nous concerne, nous avons créé un cadre de concertation avec les autres. Il y a Claudel Lubaya, Seth Kikouni, il y a Ados Ndombasi. Seth Kikouni qui est en détention provisoire. Fort malheureusement, oui. Il y a moi, il y a Monsieur Michel, camarade Michel, il y a camarade Emmanuel. Bref, il y a au total 7 partis, si je ne me trompe pas. Alors, nous sommes décidés de créer ces cadres pour essayer d'harmoniser nos points de vue par rapport à certaines questions qui touchent directement à l'État. Et donc, naturellement, nous pensons que nous sommes en bonne voie. Nous échangeons et nous prenons certaines options. Ce ne sont pas des décisions en tant que telles. Nous levons certaines options justement pour donner un sens à notre combat. Vous avez appris comme moi que le 12 dernier, la RDC et le Rwanda a signé un accord, un début en tout cas d'accord sur la neutralisation des FDLR, mais également pour aussi permettre à ce que l'armée rwandaise qui a été reconnue sur notre sol arrête les opérations. Vous commentez beaucoup sur la question sécuritaire. J'aimerais qu'on commence par là avant d'aller sur la question de la Constitution. Qu'est-ce que ça vous a fait? Quelle est votre analyse en tant qu'acteur politique? Parce que vous dénoncez le fait que le président de la République serait le problème dans cette crise sécuritaire. Oui, mais il vient de confirmer par la signature de cet accord. Ça prouve à suffisance que ces messieurs, c'est un traître. Quel est le statut juridique de ce que vous appelez ou de ce que d'aucuns appellent le FDLR? Ils ne sont pas venus chez nous en tant qu'FDLR. Ils sont là au rang de réfugiés. Ce sont des Rwandais qui ont fui les atrocités. Avec les armes quand même. Qui ont fui, non, mais avec les armes, mais ils ne sont pas à notre charge. Ils sont à la charge de la communauté internationale. Ils ont été gérés par la chair. Et le dossier a commencé en 1994. À l'époque, c'était Papa Kengo qui était le Premier ministre. Lui avait refusé au nom et pour le compte du gouvernement. Mais il eût fallu que les Nations Unies, les États-Unis, la France ainsi que d'autres pays fassent pression sur notre gouvernement pour qu'on les accepte en tant que tels. Et donc naturellement, nous, au nom de la solidarité, au nom de l'humanisme, nous les avons reçus chez nous. Et donc la responsabilité ne nous incombe pas. Alors,
M. Félix Tshisekedi a eu à signer certains accords. Et parmi les accords signés, tels que l'accord signé à Nairobi et même l'accord signé à Luanda, il a réitéré son souci de neutraliser les FDLR, de ne plus soutenir les FDLR. Son ministre en charge des Affaires étrangères, je crois, c'était Lutundula, à Luanda, il a réitéré cet exploit ou cette volonté de neutraliser les FDLR. Parce que la menace est réelle, selon le gouvernement. Non, la menace est réelle pour nous ou pour le Rwanda? Pour le Rwanda, effectivement. Ah, mais voilà. Quand on est dans un procédé de paix avec le pays voisin, il faut faire des concessions. Non, mais nous faisons des concessions contre nos intérêts. Nous ne faisons pas des concessions pour nos intérêts, pour défendre notre postulat. Pourquoi neutraliser les FDLR serait contre nos intérêts? Non, mais neutraliser les FDLR, si nous acceptons de neutraliser les FDLR, c'est-à-dire que nous voulons permettre à Kagame à neutraliser ses opposants. Mais ces opposants ont un statut sur le plan international. Ce sont des réfugiés. Non, mais le FDLR, ce ne sont pas tous ceux qui sont identifiés comme FDLR qui sont génocidaires. Ce ne sont pas tous ceux qui sont identifiés en tant que tels qui sont génocidaires. Il y a de ceux qui avaient 40 ans, 50 ans à cette époque. Pensez-vous que 30 ans après, certains probablement, et ceux qui sont nés après les événements, tous sont qualifiés de FDLR. Non, mais là c'est un travail technique. On va voir ceux qui prennent les armes, ceux qui s'entraînent, ceux qui sont actifs. Non, mais quand vous dites neutraliser, c'est-à-dire que quand vous allez attaquer les FDLR, les balles vont commencer à identifier tel n'est pas FDLR, tel est FDLR. Et pourquoi cela doit-il nous incomber à nous la responsabilité de neutraliser? Parce qu'on est en conflit avec le Rwanda. Alors si on est en conflit, rhétorique rwandaise, si on est en conflit avec le Rwanda, nous prenons l'engagement de neutraliser les FDLR. Kagame doit aussi avoir la mission de neutraliser les M23 et les CNDP et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'il a pris comme engagement de notre côté? En dehors de demander au M23 de respecter les cessez-le-feu. Qu'est-ce que nous gagnons en ça? Et ce n'est même pas la première fois. Le FDLR était un prétexte pour nous attaquer. Et si les gens qui connaissent un peu l'histoire de la situation que nous vivons dans la partie Est comprendront directement que c'était fait à dessein. Ils ont voulu déverser ce qu'ils appellent le FDLR et les Interahamwe chez nous, justement pour justifier les attaques. Alors, ils ont commencé d'abord à tuer leur propre président au Rwanda et après à créer un couloir, ce qu'ils ont appelé le couloir humanitaire, pour le déverser chez nous. Et après, 2 ans après, ils nous ont attaqués. Ils ont eu à gérer cet espace pendant plusieurs années. Ils les ont jamais neutralisés. Vous êtes un peu dans la thèse de Charles Onana, comme quoi les déplacements de masse étaient faits. Apparemment, c'est Charles Onana qui aurait commencé à dire ça. Apparemment, l'impression que l'on risque de donner, il est le premier à l'avoir dit. Non, mais lui, il dit que les déplacements de masse vers le Congo, c'était une stratégie militaire. Non, mais avant qu'il ne les dise, il y a eu d'autres personnes qui l'ont dit avant. Bon, il est peut-être le plus médiatisé en ce moment. Non, il n'est pas le premier. Non, le plus médiatisé. Le plus médiatisé, fort malheureusement. Alors, si vous voulez qu'on le prenne comme modèle, ça dépendra de vous. Mais il y a eu des gens qui l'ont dit bien avant. Et je crois que la première personne à l'avoir dit, c'était le gouvernement congolais déjà à l'époque. Et je me souviens, c'était l'ancien ministre, le ministre en charge de médias. Je crois que ça doit être Sakombi qui l'aurait déjà dit. Il y a Honoré Ngwanda qui l'avait déjà dit. Donc il y a eu des précurseurs, des gens qui l'ont déjà dit avant. Mais fort malheureusement, comme vous l'avez dit, comme il est le plus médiatisé, on risque de donner l'impression qu'il serait le premier. Et donc cette réalité-là peut nous rattraper. Parce que nous, en tant que sujet du droit international, membres de la communauté internationale, nous les avons reçus au nom de la solidarité. Et naturellement, ils sont à la charge de la chair. C'est la chair qui devait en réalité les gérer. Et ce que nous appelons le Rwandais qui sont venus chez nous, ils ont plus créé désolation chez nous qu'au Rwanda. Alors, M. Félix Tshisekedi ayant accepté qu'il aurait travaillé en synergie avec ces gens, c'est-à-dire il accuse la République. Parce qu'après la démarche du Rwanda, le Rwanda sera plus requinqué. Le Rwanda va vous dire, voilà, nous venons de mener des opérations ensemble. Le gouvernement congolais lui-même a accepté d'avoir utilisé les FDLR contre le gouvernement rwandais. Et naturellement, le jour où nous aurons l'idée de traduire en justice le Rwanda, on va nous brandir les mêmes accords signés
par M. Félix Tshisekedi. Je trouve que c'est maladroit de sa part. Mais comment vous expliquez cette maladresse? Parce que le président de la République actuelle n'est pas le premier à aller dans ce sens de la réflexion qui va forcément aboutir à des opérations communes pour neutraliser ces forces. L'ancien régime l'a fait autant de fois également. Qu'est-ce qui explique cette naïveté de notre part, malgré que beaucoup de gens écrivent, beaucoup de gens disent quasiment que nous sommes là dans un complot avec le Rwanda? Je n'ai pas envie de citer la communauté internationale. Comment vous expliquez que le Congolais que nous sommes, nous revenons aux mêmes solutions à chaque fois? Non, mais justement parce que vous êtes géré par des traîtres. On est géré par des traîtres. Vous êtes géré par des traîtres. Tous ceux qui partent... Depuis 2003... Enfin, non, mais on est géré par des traîtres. Tous ceux qui vont dans le sens d'aller cajoler ou caresser le Rwanda dans le sens de poil ne le font pas pour nous. Je crois que la solution la plus idéale serait de faire la guerre contre le Rwanda. Si nous n'arrivons pas à changer les rapports de force, on risque de passer à côté. Comment on ne va pas solutionner la question de l'Est en accompagnant le Rwanda à neutraliser ses adversaires, ou le gouvernement rwandais à neutraliser ses adversaires. Nous devons plutôt arriver à renforcer notre présence militaire dans cette zone, à faire la guerre contre le Rwanda, et c'est après seulement qu'on va envisager... Mais renforcer la présence militaire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça fait énormément d'années. Beaucoup de temps parce que vous êtes géré par des traîtres. L'entretien, même si c'est... Vous êtes homme politique. Vous préparez à gérer la République. Exactement. Si vous arrivez, par exemple, dans l'horizon 2028 au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour renforcer la présence militaire? Mais il faudrait requinquer l'armée, oui, mais doter plus de moyens à l'armée, et puis le déployer. Ça va prendre beaucoup de temps. Les moyens, mais une année suffit pour... Aujourd'hui, on est à 1 milliard de dotations. Ah, c'est ce qu'on vous dit. Oui. 1 milliard de dotations, un budget pluriannuel. Bien sûr. Oui, 3 ans. Alors si vous divisez par 3, ça vous fait pratiquement moins de 500 millions de dollars. C'est toujours pas suffisant. Non, mais attendez, on a besoin de combien de militaires? Parce que déjà, si vous faites des calculs grossiers, un militaire doit coûter à la République au moins 2500 à 3000 dollars. Le mois. L'an. L'an. Et 3000 dollars l'an. Si on a besoin de 100 000 militaires. Actuellement, c'est 20 000. Oui, mais ça vous fait 300 millions. Ça, c'est juste pour le personnel, les équipements. Parce qu'il faudrait arriver à quantifier le problème pour arriver à quantifier la solution. On doit avoir une idée sur le budget que nous devons avoir. Parce que le dernier des militaires doit toucher minimum 150 dollars. Minimum des minimums, 150 dollars. Est-ce qu'on a le moyen d'aller chercher un budget plus que ça? Non, mais bien évidemment. Parce que si nous sommes dans une situation de guerre, naturellement, notre priorité doit être la paix. Effectivement. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte que pendant que nous faisons semblant de faire la guerre, il y a de ceux qui font des dépenses qui n'ont pas d'essence. Par exemple, le jeu de la francophonie qui a pris tout. Non, on fait semblant. Non, ne dites pas que nous faisons semblant. Non, vous faites semblant. Pour la mémoire de ceux qui meurent. Non, ils meurent par souci de défendre leur dignité et leur intégrité territoriale. Mais ceux qui font semblant, ce sont les fameux politiciens qui font semblant de vous gérer. Parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes dans une situation de guerre et on pense que 500 millions de dollars, c'est assez pour faire la guerre. Donc vous dites que depuis Sun City, nous sommes gérés par le traître. Fort malheureusement. C'est quasiment 20 ans de traîtrise. Fort malheureusement. On est foutu alors? Non, c'est une situation dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Il suffit seulement d'avoir des Congolais conscients à la tête du pays et naturellement on va renverser la tendance. Ils vont venir d'où ces Congolais? Vous pensez que vous faites partie de ces inconscients-là qui gèrent le pays? Si depuis 20 ans, on a produit toute une génération, comme vous le dites... Et vous pensez que la génération, c'est en 20 ans qu'on va créer une génération? C'est la question que je vous pose, justement. Non, mais je pense qu'il y a des Congolais conscients. Il y a des Congolais conscients qui peuvent renverser la tendance, et réorganiser les choses autrement, arriver à hiérarchiser le besoin, éviter de faire des dépenses, des luxes, pendant que nous sommes dans une situation de guerre. Parce que si vous prenez le jeu de la francophonie, nous a coûté pratiquement 330 millions de dollars. Qu'avons-nous gagné? Et vous prenez le centre financier, nous a coûté pratiquement 400 millions de dollars. Ça servait pratiquement à rien. Ce n'était pas une priorité pour nous. Ils ont mal géré, ils ont provoqué la malversation de ces fameux programmes de 100 jours avec près de 700 millions. Le fameux programme de 145 territoires avec près de 700 millions de dollars. Il y a beaucoup d'argent qui
qui se volatilise justement parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas le souci de résoudre le problème congolais. D'ailleurs, ils en profitent. Ils profitent de la situation. C'est pendant la situation des guerres qu'il y a des dépenses imprévues qui se font. Et naturellement, ça crée un déséquilibre de la trésorerie. Et c'est là, justifie dans une large mesure la situation que nous avons. Parce que si on arrive à mobiliser notre peuple, à motiver nos militaires, on fera face au Rwanda. Sur le plan de budget, sur le plan de finances publiques, sur le plan humain, on a plus d'atouts que le Rwanda pour faire la guerre. Mais fort malheureusement, lorsque le pays est géré par des traîtres, il souffle le chaud et le froid. Mais quelle est votre solution pour mettre fin à cette traîtrise? Vous, en tant que parti politique, je pose vraiment une question de profondeur politique. Est-ce que vous réfléchissez tactiquement à cette situation? Parce que vous voulez le pouvoir. Mais bien vous allez le prendre avec qui? Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour rompre avec ces 20 années de traîtrise? Non, mais c'est simple. Que, voilà, on recouvre la paix. C'est simple. Respecter la Constitution et les lois de la République. C'est ce que les autres ne font pas. Parce que si vous arrivez à respecter depuis 20 ans, personne ne respecte la Constitution. On n'a jamais respecté la Constitution, on n'a jamais respecté les lois de la République. Parce que si vous prenez en termes de dépenses, les dépenses ne suivent pas la chaîne des dépenses. La passation des marchés ne suit pas la norme est dictée. La rémunération ne suit même pas les SMIC. La défense des droits des travailleurs n'est pas respectée alors que la loi insiste là-dessus. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, ça devait faire la priorité pour l'État. Et fort malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas respecter le droit des autres parce qu'ils veulent rester le plus longtemps possible. Mais le jour où on aura des Congolais conscients qui vont respecter et la Constitution et les lois de la République, ça sera déjà un bon départ. Parce que si vous respectez le droit des militaires, il faut leur doter de tout ce qu'il y a comme besoin en équipement. Il faut leur donner à manger, les tenues de militaires, leurs équipements. Et ensuite, il faut leur donner une sorte qui les honore aussi. Donc vous dites que nous sommes partis pour perdre avec cet accord de Luanda? Non, mais nous sommes déjà perdants parce que nous négocions en position de faiblesse. Avec des gens qui n'ont pas de vertu, qui n'ont pas de valeurs, qui ne voient que leurs intérêts. La solution finale, c'est peut-être pas un tête-à-tête Tshisekedi-Kagame? Comme il non, mais ça ne sera même pas la première fois, c'est son frère. Les linges sales se lavent en famille, il les fait en famille. Il y a plus de bonnes relations. En marche, de bonnes raisons. C'est-à-dire que l'État doit être géré par le saut d'humeur de Félix Tshisekedi, c'est ça? Non, c'est pas une question de saut d'humeur. Et pourquoi on doit suivre ces caprices au lieu de suivre la loi et la Constitution? Pourquoi vous appelez ça des caprices? Non, mais ce sont des caprices. C'est lui qui avait dit qu'il n'allait pas rencontrer Kagame avant la venue de Jésus. Et vous pensez que c'est ça la solution? Et qui vous dit qu'il ne se rencontre pas? Révision ou changement constitutionnel, c'est comme ça que le débat fonctionne en ce moment. Le secrétaire général de l'UDPS a produit une note circulaire appelant les militants de l'UDPS à respecter le vœu de leur timonier, le feu Etienne Tshisekedi, qui s'est battu, qui s'est levé contre cette constitution en 2006 et qui a même refusé de participer aux élections parce qu'il considérait que la constitution était écrite par les belligérants. Et aujourd'hui, l'UDPS, 7 ans après, elle manifeste le désir de changer cette constitution. Au nom de quel principe? Au nom, le président de la République a dit que voilà, ça ralentit énormément de choses. Et oui, que parce qu'il est incompétent. Que si on apporte de réformes, ça pourra permettre à ce que les institutions fonctionnent avec beaucoup de fluidité. Ah bon? Et il a eu à réfléchir là-dessus? Oui, c'est ce qui... Est-ce qu'il comprend déjà la pertinence des dispositions de la Constitution? A-t-il une idée sur cette Constitution? C'est comme ça que je pose la question de la pertinence. Je pose la question de la pertinence aujourd'hui parce que le président de la République a parlé par exemple des élections de gouverneurs, des élections parce qu'il n'a pas réfléchi. Les élections de sénateurs. Est-ce que ce n'est pas pertinent? Non. Ces réflexions ne sont-elles pas pertinentes? Non. Ça c'est primérien comme raisonnement. Ce n'est même pas une réflexion, c'est un raisonnement primérien. Si les gouverneurs seront élus, quel est le mécanisme de contrôle? Et d'ailleurs, ça ne sera pas une innovation. À une certaine époque, on nommait les gouverneurs. Quelles sont les vertus ou les atouts que cela apporte? Je pensais que l'UDPS s'était battu pour instaurer la démocratie. Mais comment va se vivre la démocratie à la base?
La démocratie, c'est aussi avoir le courage et la liberté de dire que voilà, on veut changer la Constitution. Non, on va le proposer. Non, c'est pas ça. Pourquoi est-ce que vous refusez le débat? Non, mais pourquoi vous entrez directement dans ces débats? Soyons schématiques. Réfléchissons en intellectuel. On ne va pas faire comme les autres. On fait semblant de le faire. Comment vont-ils mettre en place un mécanisme de contrôle et de surveillance de la gouvernance par dénomination au niveau des provinces? Parce que la démocratie, à la base, sous-entend que les entités régionalisées aient un mécanisme de désignation des animateurs de ces institutions. En effet. Nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel, dont le maître mot reste la décentralisation. Les provinces, on leur reconnaît une certaine autonomie de gestion. Et naturellement, nous devons mettre en place le mécanisme démocratique pour désigner les animateurs de province. Et au niveau de province, nous avons deux institutions. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Naturellement, comme nous avons institué les élections comme seul mode d'évolution du pouvoir et que nous n'avons pas voulu qu'à ces niveaux, les élections soient au suffrage universel direct, nous avons opté pour le suffrage universel indirect. C'est-à-dire que le gouverneur dépend de l'Assemblée provinciale qui, de droit, est aussi un mécanisme de contrôle de sa gouvernance. En effet. Alors, si le gouverneur sera nommé par M. Félix Sekedi, quelles sont les garanties de la bonne gestion à ce niveau-là? Parce qu'il nomme aussi les mandataires publics. Apparemment, les mandataires publics sont nommés par lui. On va laisser, peut-être réfléchissons, on va laisser les mécanismes de contrôle aux parlementaires, comme c'est le cas aujourd'hui. Non, ça ne peut pas marcher. Un problème de corruption électorale. Non, mais la question de la corruption n'a rien à voir avec le mécanisme de désignation. La question de la corruption résulte de la mauvaise pratique de disposition de la Constitution. Parce que si déjà on vient corrompre et que tout le monde le sait, il y a un mécanisme de sanction. Dites-moi, si on commençait à nommer le gouverneur, à quoi servirait d'avoir les assemblées provinciales? Parce que les gouverneurs seront nommés. Ils feront le principe de l'acte contraire voudrait assez que c'est lui qui nomme ait le seul pouvoir de révoquer. Oui, mais ils feront le travail du Parlement national, par exemple, le contrôle budgétaire et Non, mais le gouvernement est l'émanation du Parlement, non? Oui. Oui, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. En effet. Alors, on peut faire pareil, le gouvernement peut être issu de la majorité parlementaire au niveau de province, mais nommé par le président de la République, en effet. Non, mais l'avantage de la nomination, ça se situe à quel niveau? Justement. Non, mais ça se situe à quel niveau? Parce que si ce sont les députés provinciaux qui doivent décider en dernier ressort sur la nomination ou la désignation de la personne du gouverneur, c'est la même pratique. Ils peuvent procéder par le vote aussi. Mais le vote nous plonge directement dans la corruption. Mais Félix Sekedi a été élu. Il prétend avoir été élu, non? Il a été élu. Lui, il n'a pas corrompu. Lui, il n'a pas corrompu, apparemment. La Cour constitutionnelle n'a pas dit ça. Mais la Cour d'appel aussi n'a pas dit que le gouverneur aurait corrompu. Le Cour d'appel dans le 26 provinces. Avez-vous appris qu'on aurait taxé un gouverneur de corrompu? Mais ils sont là. Non, alors pourquoi lui veut-il être élu et les autres ont corrompu? Apparemment, la corruption a touché toutes les couches au niveau institutionnel. Ce n'est pas ça les débats. Et je ne pense pas que si on veut changer la Constitution, ça sera juste pour ça. La nomination n'a aucune vertu démocratique. Aucune vertu démocratique. Si on veut consolider la démocratie, on ira plutôt dans le sens des élections, mais cette fois-là, des élections transparentes et où on va combattre la corruption. Mais ceux qui corrompent, ce sont ceux qui constituent la majorité. Alors, lorsque nous avons fustigé la corruption, votre président de la République a dit quoi? Et aujourd'hui, on doit changer la Constitution sur des faits que lui avait fustigés. Et il n'avait même pas reconnu. C'est insensé. La grande question que l'on doit se poser, comment va vivre la démocratie à la base si on commençait à nommer le gouverneur? Si on nomme le gouverneur, on doit aussi nommer le chef des secteurs. On doit commencer à nommer le maire des villes. On va nommer le bourgmestre. Alors pourquoi avoir décaissé autant d'argent pour organiser le conseiller? Les bourgmestres sont nommés. Non, mais voilà. Les élections au niveau local et urbain. Voilà pourquoi je vous disais qu'on n'a jamais respecté la Constitution.
Parce que le jour où on aura respecté la Constitution, on va voir que cette Constitution présente beaucoup de vertus. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est mieux que le rêve de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, quand vous défendez la Constitution, parce que l'UDPS l'a défendue en 2015. Ah, vous l'avez rappelé. Oui, quand le régime passé voulait. En 2015, à l'époque, Étienne Tshisekedi était encore vivant. En effet. Ah, lui qui avait combattu en 2006, mais en 2015, il a quand même défendu la Constitution. Contre qui, s'il vous plaît? Contre Joseph Kabila. Et aujourd'hui, ils veulent changer la Constitution contre qui, s'il vous plaît? Contre Joseph Kabila également, qui est en train de défendre la Constitution. Mais la question que je voulais poser, vous n'avez pas peur de tomber dans ces pièges-là? Parce que moi, je dis aujourd'hui que le DPS tombe dans son propre piège. Je considère qu'il y a des évolutions à faire à la Constitution. Mais comment le faire Comme accepter? quoi? Par exemple, la question de la nationalité. Oui. La question de la nationalité, il faut bien qu'on en discute, il faut bien que ça évolue. La question du régime politique. Oui. Pourquoi ces bicéphalismes un peu hypocrites que je trouve entre le président et le Premier ministre? Il faut qu'on décide, soit on est dans un présidentialisme, soit on est dans un Non, mais pourquoi on doit décider sur les options des autres? Apparemment, vous pensez que l'État a commencé avec Félix Tshisekedi. En 1960, on avait quel régime, s'il vous plaît? En 1965, de 65 à 1997, on avait quel régime? Mais apparemment, le régime présidentiel a échoué aussi. Le régime présidentiel a échoué. Mobutu était dans un régime présidentiel. Alors, ça a échoué. Voilà pourquoi l'UDPS a été créé. L'UDPS a été créé en 1982 du fait qu'il y a eu effectivement de couac en termes de gouvernance. Ils ont voulu démocratiser la République et réduire le pouvoir de président de la République. Étienne Tshisekedi a appelé tous ses pairs au niveau de la conférence nationale souveraine, justement pour réfléchir sur un nouveau régime. Et peut-être vous serez surpris, l'idée du régime semi-présidentiel est venue de la conférence nationale souveraine. Ah oui. Et c'est soutenu par Étienne Tshisekedi. Il cherchait à devenir Premier ministre parce qu'il savait que le Premier ministre avait plus de pouvoir. Il n'avait pas plus de pouvoir que le président, mais il avait plus de pouvoir en ce qui concerne la gouvernance au quotidien, c'est-à-dire le projet de développement. Et l'idée est venue d'Étienne Tshisekedi. Et cette constitution n'a fait que du copier-coller. Alors, comment voulez-vous que nous prenions au sérieux des enfants d'un père qui a défendu une cause et après ils nous disent non, on doit appliquer les testaments de notre père. Mais apparemment, vous ne connaissez même pas ces testaments. Les testaments d'Étienne Tshisekedi, c'était la conférence nationale souveraine. Allez lire la constitution de 1992 sur les régimes semi-présidentiels ou semi-parlementaires. Alors, ils ont quel projet de société? Est-ce que vous savez que l'UDPS, c'est un parti à tendance idéologique fédéraliste? Fédéraliste. À tendance idéologique, c'est-à-dire dans leur doctrine, ils prônent pour le fédéralisme. Mais lisez les statuts de l'UDPS de 1982. Ce sont des fédéralistes. Ils doivent changer ça aussi. Ce pas des unitaristes. Non, ils n'ont jamais défendu ça. Voilà pourquoi ils ont été contre Lumumba. L'UDPS a soutenu le fédéralisme. L'UDPS a soutenu le système, le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Et aujourd'hui, ils disent non, on doit combattre, on doit changer la constitution parce que ça défend le régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Apparemment, ils n'ont même pas une idée, ils n'ont aucune idée sur leur testament. Donc pour Alors, vous, des gens comme ça, aussi moins sérieux, on doit les suivre dans les débats. pour vous, il n'y a pas de proposition derrière, c'est juste un épouvantail comme ça que l'UDPS aurait lancé. Non, ils ont besoin de changer les dispositions pertinentes de l'article 70. Tout ce que vous voyez là, c'est du vent. Ils n'ont pas l'intention de toucher, ils n'avaient pas l'intention de toucher toutes ces dispositions. Ils veulent se pérenniser au pouvoir et naturellement, comme ces dispositions ne peuvent pas faire l'objet de la révision. Pourquoi l'UDPS se pérenniserait au pouvoir? Non, mais ils l'ont dit, non, ils vont faire leur remise et reprise avec Jésus. Apparemment, vous semblez oublier ça. Non, mais ça c'est... Oui, mais c'est des propos qui n'engagent pas le parti. Bon, qui l'avait dit? Qui l'avait dit, s'il vous plaît? C'est des slogans qui sont lancés. Les slogans par le secrétaire général. Mais le débat a commencé par comment? Par qui? Vous avez dit qu'il y aurait une note circulaire signée par qui? Oui, par le secrétaire général. Ah, mais oui, mais c'est la même personne qui avait débité ces inepties-là. Alors pourquoi on doit pas prendre au sérieux? Vous voulez nous dire que ce sont de fous? Si ce sont des Congolais et qu'ils ont le droit de réfléchir, même de mal réfléchir, on doit en prendre compte.
Parce que nous n'allons pas faire des débats sans tenir compte de ce qu'ils avaient dit dans le passé. Oui, mais quand ils disent qu'ils vont faire des remises et reprises avec Jésus, on peut aussi le comprendre dans le cadre de la mission qui est légitime pour un parti politique de conserver le plus longuement possible le pouvoir. Ça, on peut le comprendre. C'est démocratique. Non, le plus longtemps possible du pouvoir dans le respect de la norme. Tout justement, c'est comme oui, ça que mais j'ai si on posé doit la question. changer des normes maintenant, justement pour se maintenir au pouvoir, on devient délinquant. Ça, ils n'ont non, pas mais ils veulent changer la Constitution. Oui, ça, ils ne l'ont pas dit. Vous avez dit qu'ils ont l'intention de réviser. Oui. Moi, je vous dis qu'ils ont l'intention de changer la Constitution. Félix Tshisekedi l'a dit. Hein? Oui, il a dit, il a été clair. Non, mais il n'a pas été clair, mais il a dit quand même. Il a dit qu'il aimerait, il porte ça à cœur de changer. Il porte à cœur. C'est-à-dire que nous allons diriger, on va attendre à ce que lui applique ses sauts d'humeur. Ça ne sera pas sans le Congolais. Non, mais ça sera. Comment changer la Constitution? Il faut soumettre la question au référendum. Donc, non, mais qui va soumettre la question au référendum? Le pouvoir. Mais le pouvoir n'a pas le pouvoir de le faire. La compétence étant d'attribution, si la Constitution ne vous reconnaît pas le droit d'initier le changement de la Constitution, si vous le faites, vous délinquez. Comment ça? Expliquez-nous. Non, mais il n'y a aucune disposition qui reconnaît au pouvoir le droit de changer la Constitution. Donc la Constitution actuelle n'a pas prévu le mécanisme de son changement. Il n'y a que le mécanisme externe du pouvoir qui peut prendre l'initiative de changer la Constitution, soit par révolution populaire, soit par révolution militaire. Parce qu'il faudrait mettre en cause l'ordre politique établi pour justifier le changement de la Constitution. Et naturellement, s'ils le font, ils deviennent des rebelles. Ils veulent se rebeller. Mais ce qui est absurde, ils veulent garder les acquis de cette fameuse la Constitution actuelle, mais en même temps proposer une nouvelle Constitution qui va élargir. Quels acquis, par exemple, ils prétendent avoir été élus. Ils prétendent avoir la majorité. Ils veulent garder cette fameuse majorité, ils veulent garder la présidence de la République, ils veulent garder la maîtrise des autres institutions et en même temps basculer dans une autre constitution qui n'aura pas le temps d'organiser les élections. Donc ce mode de transition-là n'est pas prévu du tout? Non, du tout. Voilà pourquoi j'ai dit ils tendent déjà vers une folie politique. Parce que je ne vois pas quels sont les mécanismes qui pourront mettre sur pied pour justifier la venue de notre constitution. Le Parlement actuel n'a pas la compétence de débattre sur le changement de la Constitution. Le gouvernement n'a pas compétence de proposer un projet d'une nouvelle Constitution. Parce que n'oubliez pas, avant d'entrer en fonction, le président de la République est assermenté. C'est l'article 74 de la Constitution. Dans ces dispositions, il jure d'appliquer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Et naturellement, lui, il est lié à cette Constitution. Sa fonction est liée à cette Constitution. Si on change de Constitution, naturellement, il tombe. Alors, il n'y a que les rebelles. Aussitôt qu'on change la Constitution, aussitôt il tombe. Non, aussitôt il prend l'initiative de changer la Constitution, il brise son pacte, naturellement, il n'est plus président. Et alors, comment va-t-il procéder? Il va utiliser ses milices, l'armée, la police, les services, pour nous mater, nous qui allons protester. En ce moment-là, il n'est pas président du fait de la Constitution, il est président du fait d'avoir la maîtrise de service. En ce moment-là, on ne sait même pas si on va le considérer comme... Ce que vous dites est très intéressant, ça ne s'est pas beaucoup dit dans le débat. Donc la Constitution est verrouillée en elle-même d'une certaine manière, interdisant le Parlement de discuter sur quelconque projet de son changement, interdisant le gouvernement. Et puisque le président de la République a la légitimité de par le serment, enfin en dehors du vote, de par les serments qui est prévu par la Constitution, il ne peut pas le changer. Non, il ne peut pas. Il est lié à cette Constitution. S'il n'y a plus de Constitution, il n'est plus président. S'il n'y a plus cette Constitution, il n'y a plus de Parlement. Mais le président avait parlé d'une commission mixte qui... Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, il tente déjà vers une folie politique. Vous ne pouvez pas mettre en place une commission. Parce que pour mettre en place une commission, la commission aura bénéficié du transfèrement de pouvoir. La Constitution. La Constitution n'a pas conféré à un président de la République le pouvoir de mettre en place une commission qui va analyser la probabilité de changer la Constitution. Parce qu'on peut transférer que ce que l'on a. Le président de la République, au regard des dispositions pertinentes de la Constitution actuelle, n'a pas le pouvoir d'initier une réflexion sur le changement de la Constitution. Alors, d'où tirera-t-il ces pouvoirs-là?
Et quand il va mettre en place cette commission aura quelle légitimité, quelle égalité? Parce que dans la mise en place de commission, il faut motiver sur base des dispositions de la Constitution. Il va dire quoi? Voilà, vu les dispositions de l'article tel, je prends telle initiative. La création de CENSA, ça a trouvé un soubassement dans la Constitution. Cette commission qui était, on a trouvé, je crois, l'article 222, si je ne m'abuse pas, on a trouvé une disposition de la Constitution qui conférait au président le droit de mettre en place un tel département. Pour mettre les commissions parlementaires, il y a les règlements intérieurs. Pour créer une nouvelle structure, il faudrait qu'il y ait un fondement. Alors, au nom de quel principe va-t-il convoquer une commission ou créer une commission pour statuer sur une matière qui va au-delà de sa compétence? Vous comprenez que Félix Tshisekedi veut se rebeller contre la Constitution. Non, mais quittons d'abord la sphère de Félix Tshisekedi. Ce que vous dites est un piège sans fin. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais se débarrasser de cette Constitution, sauf dans un cas de rupture démocratique. Ça veut dire une prise de pouvoir on doit mettre en cause l'ordre politique établi, soit par la révolution populaire, soit par la révolution militaire. Mais cette révolution populaire, elle est prévue comment? Non, mais la révolution populaire échappe au contrôle de la Constitution. Parce que déjà, les dispositions pertinentes de l'article 5 considèrent le peuple comme souverain, les détenteurs du pouvoir réel dans l'État. Et ces pouvoirs-là, encadrés par les dispositions de l'article 5, lui reconnaît un pouvoir supraconstitutionnel. Il n'y a que le peuple qui est au-dessus de la Constitution. Ce ne sont pas les institutions. Pour changer la Constitution, on peut partir d'une pétition dans ce cas-là. Non, la pétition n'a aucune valeur. Oui, mais la pétition, la pétition va dans la volonté souveraine du peuple, qui est supraconstitutionnelle. Non, mais le Parlement ne peut pas statuer sur la pétition qui voudrait changer la Constitution. Non, mais vous venez de dire que l'article 5 donne un pouvoir souverain et supraconstitutionnel au peuple. Exactement. La révolution populaire peut s'exprimer pacifiquement, ça veut dire non, attendez. Si le peuple se décide de changer la Constitution, la première conséquence, l'ordre politique établi est dissoute. Donc il y a rupture de l'État. Il faut qu'il y ait rupture des institutions pour justifier l'avènement d'un texte transitoire. Il faut dissoudre toutes les institutions. Parce que la période allant de la motivation du changement de la Constitution et l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution, il y a une période de soudure. C'est cette période transitoire. La période transitoire ne peut pas être régie par la Constitution qui est en vigueur. Il faudrait qu'il y ait une période transitoire. Et cette période transitoire ne peut se justifier que si l'on mettait en cause la Constitution qui est en vigueur. Il faudrait que la Constitution soit dissoute. Et lorsqu'on dissout la Constitution, on dissout toutes les institutions. En ce moment-là, Félix Tshisekedi devient un simple militant de l'UDPS. Alors, comment celui qui est en fonction peut-il chercher à dissoudre les institutions tout en gardant les fonctions des institutions et exécuter l'avènement d'une nouvelle constitution? C'est ce que les autres ne veulent pas comprendre. Peut-être parce qu'on est en crise sécuritaire. Non, mais si on est en crise sécuritaire, cela sous-entend que le changement de la constitution n'est pas une priorité pour l'État. Sauf peut-être si on veut faire le lit pour Nanga et les autres voyous. Pourquoi chercher à changer la constitution actuellement? Parce que vous dites que nous sommes dans une situation sécuritaire. Quelle est la priorité aujourd'hui de parler de la Constitution? Parce que les débats sur la Constitution nous divisent. Ça, c'est clair. Tel que je suis là, je suis prêt à tout. Quand j'ai dit tout, prêt à tout. Pour défendre la Constitution? Non, pour défendre l'ordre politique actuel. Si vous pensez qu'on n'a pas besoin d'avoir un président, si vous pensez qu'on n'a pas besoin d'avoir un parlement, moi je propose que l'on fasse partir les personnes qui sont là, qu'on les remplace par d'autres personnes. Mais l'ordre politique doit rester. Mais si le peuple se décide de faire partir et Félix Tshisekedi et toutes les institutions, en tant que peuple souverain, là je vais m'incliner. Mais je ne peux pas tolérer des gens qui prétendent avoir été choisis sur base d'une disposition de la Constitution, prétendent aujourd'hui la changer et tout en gardant les acquis de cette Constitution. C'est antinomique. Ça ne marche pas. Non, ce que vous dites est très, très, très intéressant. Je ne l'avais pas entendu, ce qui est vrai. Du coup, je suis en train de réfléchir sur l'État. Mais revenons à ces pouvoirs supraconstitutionnels du peuple. Parce qu'on va écarter la révolution militaire. Comment est-ce que ça peut se faire, cette révolution populaire? Est-ce que c'est forcément
dans la, comment dire, dans le désordre, ou c'est quelque chose qui peut s'organiser à partir des structures politiques? C'est comme ça que je parlais de l'idée de la pétition. Comment c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? Si c'est prévu, comment ça se fait? Non, le problème, c'est que le peuple ne peut pas utiliser les institutions actuelles pour changer la Constitution. Il doit utiliser quoi? La rue? Non, mais le peuple a plusieurs instruments. Et la rue, c'est l'instrument par excellence du peuple. Il faudrait, dans le sens de la Constitution, dans le sens politique du terme, il faudrait renverser l'ordre politique établi. Et pour renverser l'ordre politique établi, il faudrait mettre de côté la Constitution et les institutions issues de cette Constitution. En ce moment-là, il se passe quoi? En ce moment-là, il se passe, le peuple recouvre son droit souverain. Il va éventuellement convoquer un congrès fondateur par ses leaders, si ces leaders-là existent réellement. Et après, ils vont mettre en place un cadre de fonctionnement de l'État, c'est-à-dire proposer une constitution transitoire. Et après, la constitution transitoire doit énoncer le principe de l'avènement d'une nouvelle constitution et de nouvelles institutions. En ces moments-là, on prend de 2 à 3 ans, on organise le cadre fonctionnel, on permet l'avènement de la nouvelle constitution et éventuellement organiser de nouvelles élections. Et là, ça demande assez que l'on prenne une décision politique qui n'aura pas de fondement sur le plan constitutionnel. Sur le plan constitutionnel. Et c'est très dangereux pour l'instant. Ce que vous dites là, l'UDPS le sait. Non, mais ne pensez pas que l'UDPS sait tout. Parce qu'il y a forcément des cadres, il y a forcément des juristes. Est-ce qu'ils ont le temps est-ce qu'on leur accorde le temps de parler? Parce qu'un parti géré par un monsieur comme Kabouya, vous pensez que les intelligents ou les intellectuels ont de l'espace? Bon, même si on ne parle pas de l'UDPS autour du président de la République, cet avis-là doit avoir été forcément dit. J'essaie vraiment de réfléchir par l'absurde. Parce que, et je vais vous poser la question, excusez-moi, j'aurais voulu la poser à un membre de l'UDPS, mais réfléchissons par absurde. Pourquoi est-ce que l'UDPS irait dans une manœuvre aussi dangereuse pour son pouvoir? Non, le problème, c'est que l'UDPS se surestime. Voyez-vous? Ils considèrent qu'il n'y a plus d'opposition. Ils considèrent qu'ils ont l'armée, les services. Après avoir fait une émission, on vous arrête, on vous met dans des conditions à ne plus parler, et ils pensent que c'est tout. Non. Cette constitution, c'est aussi un pacte social. En effet. En tant que pacte social, ça réconcilie 450 tribus. Alors, si vous venez avec l'idée que votre tribu va vous accompagner, vous vous trompez. Parce que nous avons 450 tribus. Qui va avoir l'unanimité des tribus, si ce n'est que sur base de la Constitution? Parce que c'est la Constitution qui réconcilie toutes ces tribus-là. Mais si vous brisez la Constitution, aucune tribu ne sera derrière vous. Voyez-vous? Et au-delà de ça, il y a des tendances politiques. Moi, déjà au départ, je considère que Félix Tshisekedi n'est pas digne d'être président. Et si vous me donnez encore l'opportunité de changer la Constitution, c'est-à-dire vous brisez l'arbre sur lequel, vous coupez l'arbre sur lequel il est assis, naturellement, il change d'option. On entre dans un désordre. En ces moments-là, personne ne sera gagnant. Peut-être le peuple ou ceux qui vont rester en vie laisseront. Mais nous autres, nous n'allons pas tolérer. Et si nous revenons maintenant dans l'autre part de manche, on quitte les changements de la Constitution, mais on y va vers la modification qui, elle est constitutionnelle. La Constitution a prévu des mécanismes pour sa propre modification, pour faire évoluer, en effet, certains sujets, certains thèmes. Est-ce que vous pensez que, parce que ça s'est dit beaucoup, élargir par exemple la durée des mandats, c'est aussi la question. C'est pas constitutionnel. De la République, oui, c'est pas constitutionnel. Mais est-ce que vous pensez que ce n'est pas une des solutions pour permettre à ce que c'est lui qui est là, dans la pratique du pouvoir. C'est lui qui est là maintenant, là. Non, c'est lui qui vient, c'est lui qui sera élu. Le président de la République qui est élu, ait un peu plus de temps pour déplorer son programme politique. Non, déjà au départ, le président de la République, au regard de dispositions pertinentes de l'article 91, ce n'est pas son programme qui s'exécute. Ce n'est pas le programme du président. Ce n'est pas le programme du président qui s'exécute. C'est le programme du gouvernement. C'est le programme du gouvernement conçu avec le président de la République. Oui, mais c'est ce programme-là que le peuple va voter? Non, le peuple ne va pas voter le programme
qui va s'exécuter, le peuple va voter quelqu'un par rapport à sa vision, par rapport à son programme. Mais dans l'exécution, non, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, dans l'exécution, s'il vous plaît, dans l'exécution, c'est le programme conçu par le gouvernement en collaboration avec le président qui s'exécute. Alors, pour que le programme de la personne du président soit exécuté, il doit avoir une majorité parlementaire. En ce moment-là, il y a une majorité qui se dégage en sa faveur. C'est sa majorité qui va présenter son Premier ministre. Et le Premier ministre n'aura que pour mission d'exécuter le programme du président qui est déjà accepté, dûment accepté par le Parlement. En effet. C'est le cas de M. Félix Sekedi. Il prétend avoir la majorité parlementaire. Et là, il a la totalité du pouvoir dans l'État. C'est lui qui maîtrise tout le pouvoir exécutif, qui est bicéphale. Il a le président de la République, il a le gouvernement qui est issu de sa famille politique. C'est lui qui maîtrise le pouvoir législatif parce qu'il a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce qui est encore très grave, il maîtrise 26 provinces, les assemblées provinciales et le gouvernement provincial. Parce qu'il a la majorité. Parce qu'il prétend avoir la majorité à ces niveaux. Au-delà de ça, il a le pouvoir lui conféré par la Constitution sur le cours des tribunaux. Mais le pouvoir dans l'État est fractionné en trois. C'est lui qui a le pouvoir, la maîtrise du parlementaire, exécutif, législatif. Il a la totalité du pouvoir. Voyez-vous, judiciaire, il a la totalité du pouvoir. Alors pourquoi se plaint-il? C'est le problème de ne pas avoir assez de pouvoir ou le problème de ne pas savoir utiliser ses pouvoirs pour effectivement résoudre le problème que l'on voudrait résoudre? Parce que dans ces raisonnements-là, vous allez vous rendre compte, le problème n'est pas de la Constitution, le problème c'est l'inadéquation entre le principe édicté par la Constitution et la personne qui assume la fonction de président. Parce que s'il ne peut pas agir en tant que président de la République, il peut éventuellement agir en tant qu'autorité dite morale de la majorité parlementaire. Oui, mais quand il s'agit de l'autorité dite morale, ça rentre dans la culture politique. Là, il faut des tractations, c'est ça qu'il déplore. Non, mais cher ami, mais ça, vous faites de la politique, vous savez que c'est pas de relation de cœur. Non, mais cher ami, oui. Non, dites-moi, vous voulez quoi? Vous voulez non seulement changer la Constitution pour que le président ait la totalité du pouvoir et n'ait pas créé un mécanisme de délimitation de ce pouvoir. Alors, ce mécanisme-là, le Parlement a été créé justement pour réduire le pouvoir du président. Mais si lui, il a la majorité, vous voulez que cette majorité soit constituée essentiellement de membres de l'UDPS alors? Par exemple. Non, mais attendez. Par exemple, même s'il avait 250 plus 1 député de l'UDPS serait beaucoup donc plus tous ceux qui accompagnent 250 plus 1 député de l'Union sacrée. Ah, ok. C'est ce qui sous-entend que l'Union sacrée ne va plus servir Félix Sekedi après le changement de la Constitution. On voudrait avoir une Constitution à la taille de l'UDPS, mais on veut utiliser l'Union sacrée pour les accompagner. Non, mais ne voyez pas que l'UDPS, parce que l'UDPS peut perdre le pouvoir également. Vous voyez aussi les BATS. Vous voyez aussi, non, mais nous n'avons pas besoin d'avoir un pouvoir absolu. Non, on est en train de réfléchir. Nous avons besoin d'avoir un pouvoir encadré, parce que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. On ne peut pas avoir un pouvoir totalitaire. Ça ne servira à rien. Où est-ce qu'on va exprimer la démocratie? Nous avons besoin d'avoir des plateformes qui accèdent au pouvoir. Ça, c'est normal. Voyez-vous? Que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays, il y a des coalitions qui se font pour justement dégager une majorité et gérer ensemble. Ce qui est important, que chacun respecte sa bande. Vous voulez que Félix Sekedi ait la totalité du pouvoir. Mais vous pensez que ça serait une innovation? Mais Mobutu avait ces pouvoirs-là. Mobutu avait la plénitude du pouvoir. C'est lui qui décidait en dernier ressort. C'est lui qui devait décider. Mais il s'est rendu compte que c'est ennuyant. Il a eu même à organiser des élections au sein de l'Impère. Alors, supposons qu'aujourd'hui, nous allons aux élections, l'UDPS arrivait à avoir 251 sièges. C'est-à-dire elle a la majorité. Pensez-vous que Félix Sekedi deviendrait compétent pour autant? Mais Félix Sekedi a une majorité au niveau du Kasaï. Kasaï oriental, la majorité des députés dans la législature passée était de l'UDPS. Mais cela ne lui a pas interdit de se choisir Maouéja comme candidat gouverneur. Qui vous dit que la majorité nous garantit la qualité? Parce que l'UDPS a déjà un problème de qualité. Ils avaient la majorité à l'Assemblée provinciale au Kasaï oriental. Mais ils ont choisi Maouéja.
qui vous dit que la majorité au Parlement garantit la qualité de la gouvernance? Non. Dans ces mosaïques-là, ça nous permet d'avoir des garde-fous. Parce que si nous avons un président qui a la totalité du pouvoir, on bascule pratiquement dans la monarchie. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce que eux, dans leur raisonnement, dans leur approche traditionnelle, ils pensent que le Félix Tshisekedi doit avoir la totalité du pouvoir. Il a le pouvoir exécutif, il a le pouvoir législatif, il a le pouvoir judiciaire. On dit non, on doit lui ajouter un autre pouvoir. Là, il devient Dieu. Il faut que le président de la République ait un pouvoir limité. Aux États-Unis, c'est un système, un régime présidentiel. Vous n'avez jamais vu un parlementaire s'opposer contre l'approche développée par... Alors... Même les judiciaires. Ah, mais voilà. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un mécanisme d'encadrer le pouvoir du président pour qu'il n'y ait pas boulimie. Le problème, ce n'est pas autant l'absolu du pouvoir. Le problème, c'est de faire en sorte que nos textes prennent en compte les petites pratiques politiques, la culture politique. Non, la Constitution... Quand j'ai écouté le président de la République, c'est ça que j'ai compris. Non, il est ridicule. Il a été ridicule. Et heureusement, mes enfants ne suivent pas. Il a été excessivement ridicule. Il pense que pour conseiller... C'est pas élégant. Non, mais je ne suis pas obligé d'être élégant. Hein. Je ne suis pas obligé d'être élégant. Ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Vous dites non, pour consolider l'unité nationale, on doit procéder par les nominations. Apparemment, pendant l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de tribalisme. Ce qui a intensifié le tribalisme, ce sont ses actes à lui. C'est lui qui était supposé être le symbole de l'unité nationale. Mais allez voir dans ces nominations, il ne parle que tribus là. L'essentiel des personnes nommées, il n'y a que les tribus. L'essentiel des avantages de l'État sont récupérés par la tribu. Il y a des déclarations intempestives qui se font, qui font la promotion du tribalisme. Il est là, il ne dit mot. Alors, si on lui donnait, on lui conférait le pouvoir de commencer à nommer le gouverneur, il va vous dire, voilà, tel est plus compétent, il est Moulouba, on le place comme gouverneur, et tel autre est compétent. Mais si il s'agit des autres provinces, non, au Kasaï, nous n'avons pas besoin de gens qui ne sont pas originaires. Vous savez, le problème qu'il y a aujourd'hui à l'Amiba avec Charles Okoto, parce qu'il est des Sanko. Seulement. Ah, mais oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, comment va-t-il résoudre cette question-là? Il a fait des nominations à l'ANER. Il a privilégié la tribu. L'essentiel des cellules de lutte contre la pauvreté, l'immoralité, tout ça, tous ces éléments-là, il ne place que ces gens. Voilà pourquoi nous avons voulu qu'il y ait élection. Et dans les élections, on ne dit pas qu'on ne peut pas élire un non-originaire. La Constitution ne l'a pas dit. Il suffit seulement d'avoir une vision claire, de convaincre les députés, ils vont voter pour vous. Et n'oubliez pas que l'un des sénateurs de l'Équateur est ressortissant du Kasaï oriental. Il a été choisi par qui? Par les députés. S'il avait l'ambition d'être gouverneur, il pouvait l'être aussi. Et donc, ne comprenant pas la pertinence de certaines dispositions de la Constitution, il se laisse emporter par les émotions. Alors, essayez de vous imaginer, moi qui ne crois pas en Étienne Tshisekedi, on me dit non, on doit respecter son testament. Alors, quel est le lien entre moi et Félix Tshisekedi? Il a dit ça aux militants de l'UDPS, vous n'êtes pas militant de l'UDPS. Non, mais il a dit ça, mais c'est pas ça à la télé. C'est pas ça à la télé. Nous devons obtempérer au mot d'ordre d'Étienne Tshisekedi. Moi qui ne crois pas en Étienne Tshisekedi, vous faites quoi de moi? Merci, monsieur Alain. Cette émission est terminée. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Franchise et clarté. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui avez suivi. Cette émission est terminée. Comme je vous le disais, suivez-la sur YouTube Eco Télévision, mais également chez Ecopolis sur TNT. Je vous recommande un petit produit copimenté. C'est une sauce piment pour pimenter tous vos dîners, tous vos soupers, tout ce que vous mangez. Vous le trouverez un peu partout. Made in Congo. Made in Congo, effectivement. Là, c'est bon. Made in Congo. C'est un ami qui le fabrique ici. Il fait pousser des piments et il les fabrique ici. Donc retrouvez-les dans beaucoup de supermarchés, Money Shop, chez les Indiens et partout. Consommons congolais pour notamment booster notre économie. C'est encourageant en tout cas. Merci beaucoup. Alors je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. On va peut-être continuer le débat sur la Constitution parce que M. Alain nous a dit quelque chose que personnellement je ne savais pas. Je vais travailler dessus. Si peut-être on a le temps, vous pouvez peut-être revenir. Parce que ce que vous dites est très intéressant quand vous dites que la Constitution n'a pas prévu les mécanismes de son changement. Et que changer la Constitution, c'est faire tomber l'ordre politique, donc faire tomber les institutions.
À très, très bientôt, en attendant que la paix soit avec vous.